Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Vous êtes dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde, avec les meilleures interviews politiques de la semaine. Lundi matin, nous recevions le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Et à propos du budget 2019, il a dénoncé sur notre antenne une opération de communication de la part du président de la République, qu'il a même qualifié de roi du passe-passe. Depuis un an, la vérité, c'est qu'on se rend compte que celui qui s'est présenté comme un nouveau progressiste est en réalité un néolibéral, et que le projet de budget qui vient est un projet de budget dans la droite ligne de celui de l'an passé, donc un projet de budget qui fait l'essentiel de ses cadeaux aux plus riches et qui laisse les miettes à tous les autres. Quand Emmanuel Macron dit que ce budget verra les impôts allégés de 6 milliards pour les Français en 2019, que c'est du jamais vu depuis 10 ans, il ment ? C'est le roi du passe-passe, Emmanuel Macron. Donc, il vous donne d'une main, il vous reprend de l'autre, et donc, il vous dit 6 milliards. D'ailleurs, je remarque que l'OFCE parle de la moitié. Donc, 3 milliards et demi. Donc, ça prouve bien qu'il y a déjà là, en soi, une entourloupe. Mais au-delà de tout ça, on voit bien que ce qu'il donne d'une main, en fait, il le reprend de l'autre. La popularité d'Emmanuel Macron chute encore. C'est le retour à la dure réalité pour Jupiter. Oui, il a quitté l'Olympe pour le plancher des vaches. Et donc, on est dans une situation où, effectivement, il finit par s'apercevoir qu'il y a une réalité dans ce pays qui ne se plie pas à sa volonté. Il est, on vient de le dire, le président des riches. Sur le plan de l'exemplarité, il est le président d'un clan. Sur la question écologique, il n'est pas celui qui refera la planète Grete Gain, c'est ce que dit Nicolas Hulot. Le comité consultatif national d'éthique rendra demain son avis sur l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux célibataires. Vous y êtes favorable, vous ? Oui. Et se pose la question, enfin se pose pas la question, hein, puisque le gouvernement l'a exclu, mais ce week-end, un think tank a parlé de légaliser la GPA. Est-ce que vous êtes pour aller jusque-là ? Non, pour des raisons que chacun connaît, c'est-à-dire qu'il y a un trop grand risque de voir le corps des femmes marchandisé, et dans un moment où on cherche au contraire à libérer les femmes de tout carcan, ce serait quand même paradoxal que de vouloir les entraîner dans cette opération. On vous entend finalement assez peu sur les territoires. Vous n'êtes pas fait doubler en quelque sorte par Laurent Wauquiez et les Républicains sur ce sujet-là ? Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui font. Et moi, je suis avec ceux qui font et je me déplace chaque semaine dans les territoires. Je vais à la rencontre de ceux qui sont les élus de terrain et qui sont ceux par lesquels j'ai dit depuis le congrès du Parti Socialiste qu'ils étaient ceux sur lesquels nous allions nous baser pour notre propre renaissance. Parce que je crois effectivement qu'aujourd'hui, ils sont la politique par la preuve. Et que s'il y a encore une gauche qui est perçue, comprise, c'est bien celle-là, celle qui chaque jour fait. Sur François Hollande, vous nous confirmez qu'il a été contacté par des cadres du parti pour être tête de liste aux européennes ? Je n'en sais strictement rien. Moi, je ne l'ai pas contacté pour l'interroger sur ce sujet, mais j'ai lu dans la presse qu'il y avait des amis à lui qui l'ont interrogé sur cette possibilité et qui leur a dit qu'il ça aurait été un bon choix ? C'était un choix. Je n'ai pas pour l'instant à me prononcer. Je souhaite jusqu'au mois d'octobre rester tout à fait... je souhaite que vous prendre à revers, la presse en général, c'est-à-dire qu'on commence toujours par la question de l'incarnation. La tête de liste. La tête de liste. Et moi, je veux qu'on commence par le message. Parce que je sais que si on commence par la tête de liste, on ne s'occupera pas du message, on s'occupera uniquement de savoir qui est qui. Emmanuel Morel a expliqué que sa seule position, c'était d'infléchir sérieusement la ligne du PS, qui ne s'en sortira pas sans une rupture avec la ligne social-démocrate. Peut-il être, lui, Emmanuel Morel, tête de liste du PS ? Je vois que, quoi que je vous dise... Vous continuerez à m'interroger sur tel ou tel. Quand Emmanuel Morel pose de bonnes questions, je lui réponds. Quand il pose de mauvaises questions, je lui dis qu'il se trompe. C'est aussi simple que ça. Et donc, sur un certain nombre de questions, par exemple sur la question de l'évolution des traités, il y avait des interrogations qu'il posait, qui étaient des interrogations salutaire. En revanche, quand il nous dit qu'il faut rompre avec la social-démocratie européenne, je lui dis que là, halte au feu, parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut changer l'Europe et se priver du poids du deuxième groupe au Parlement européen. Avec qui ferions-nous alliance ? Avec simplement des groupes qui sont aujourd'hui minoritaires, voire même marginaux au Parlement européen. Mais en ces cas-là, nous irions à l'élection en mentant aux Français, en leur disant que nous pouvons changer, alors que nous savons très bien que nous serons simplement la petite bestiole qui fait bzzz et qui essaye de faire avancer les choses, mais qui n'a aucun poids
dans l'élection. Mardi, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, est revenu sur la question de l'accueil des 58 migrants de l'Aquarius et a déclaré qu'il fallait absolument éviter que ce bateau puisse accoster. C'est une question extrêmement douloureuse, c'est le symbole de l'échec total de la politique migratoire européenne et je pense qu'il faut absolument éviter que ce bateau puisse accoster. Il faut bien sûr peut-être sauver les personnes qui sont dedans, on ne va pas les laisser mourir, tout au contraire, mais il faut être sûr que ces personnes n'arrivent pas dans notre pays. Alors on peut tout à fait laisser le bateau accoster pour soigner les personnes et puis surtout qu'elles ne restent pas en France. Donc la question c'est pas Marseille, Barcelone, l'Italie, c'est la question de savoir si on a le courage à un moment de dire stop à cette manipulation de l'opinion, manipulation émotionnelle, qui vise à détruire les défenses de l'Europe, qui vise à ne pas traiter la question des passeurs. Et la seule chose que je demande depuis des mois, c'est qu'on ait des chefs d'État, c'est-à-dire que les chefs d'État européens disent clairement il n'y aura plus d'accueil en Europe, nous allons détruire les passeurs, parce que vous n'allez pas me dire que les puissances militaires européennes ne sont pas capables de s'attaquer à 200 ou 300 passeurs dotés de moyens ridicules à côté des puissances européennes. Il faut travailler avec les gardes-côtes libyens et il faut mettre vraiment l'Aquarius de côté car ça alimente une inhumanité. Ce que je veux faire comprendre, c'est que l'Aquarius doit suspendre ses missions. Mais bien évidemment, ce sont des missions provocatrices de manipulation de l'information qui poussent des milliers de miséreux à aller se noyer en Méditerranée. Donc, il n'y a aucune humanité là-dedans. C'est de l'humanité de façade. C'est au contraire un appel d'air monstrueux. Et la vraie humanité, c'est de travailler avec les gardes-côtes libyens, c'est de s'attaquer aux passeurs, au trafic d'êtres humains. Dans tous les peuples d'Europe, le bon sens revient et dit on n'est pas contre l'Europe, on est contre cette manière de construire l'Europe. C'est-à-dire cette folie migratoire, ce dumping social permanent, cette bureaucratie bruxelloise. Il y a une occasion historique au niveau européen de revoir la construction européenne. Et elle va se manifester comment, cette occasion historique ? Par une majorité eurosceptique, euro-réaliste, moi je dis, au Parlement européen. C'est ça l'enjeu. Et face à ça, qu'est-ce que j'ai constaté cet été ? J'ai constaté que la classe politique française est aux abonnés absents. Et donc il n'y aura pas de leadership pour aller là-bas. Mais moi je dis que si on veut résoudre les problèmes des Français, chômage, immigration, insécurité, il faut changer les règles européennes. Et donc, je conduirai une liste. Bah, si écoutez, ils ne veulent pas y aller. Mais alors, ils ne veulent pas y aller, donc il faut bien que j'y aille. C'est un constat d'échec. Votre candidature est bien la marque qu'il n'y a pas d'union des droites. Mais vous y allez tout seul. Mais je ne vais pas contre les autres puisqu'ils n'y vont pas. Donc on va faire le rassemblement. Et si... Marine Le Pen n'y va pas, mais il y aura une liste du Rassemblement national. Vous n'en savez rien. Et il n'y aura pas de liste du Rassemblement national. Vous verrez, en tout cas, moi je vous dis que j'ai lancé un appel. À mon congrès, il y avait déjà le président du CNI, M. Nort, il y avait le président du PCD, M. Poisson, il y avait la représentante du MPF. Certes, ce sont des petits partis, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si M. Wauquiez y allait avec un programme clair, j'ai remarqué qu'il se faisait prendre en photo avec M. Orban et que ces eurodéputés votaient contre Orban. Et que M. Hortefeux, courageux mais pas téméraire, s'abstenait. Ces eurodéputés sont partagés. 3 ont voté contre Orban, mais 6 se sont abstenus. Et l'abstention, c'est comme voter contre. L'abstention, c'est pas une politique. Et il y a un moment, il faut choisir. On ne peut pas dire, comme le font les républicains, les dirigeants, parce que moi je sais ce que pensent les militants. On ne peut pas dire je veux arrêter l'immigration et avoir voté les traités qui ont ouvert l'Europe et qui ont créé le chaos. À travers ma liste, je ne vais pas simplement vouloir bousculer l'agenda européen, je veux bousculer la droite française. L'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre avis à vous ? Moi, je suis, comment vous dire, assez inquiet que le droit à l'enfant, que je peux comprendre chez des femmes seules ou des couples homosexuels, se substitue au droit de l'enfant. Et je suis attaché à la filiation. La filiation, c'est-à-dire qu'un enfant doit savoir d'où il vient. Et je trouve que voter une loi qui prive de père, parce que c'est ça la réalité, un enfant est un geste important de société. Autant l'adoption par un couple homosexuel d'une personne seule ne me choque pas, parce que l'enfant a des racines. Il a un père, une mère, on répond à un cas de détresse. Autant de créer une loi qui crée
l'absence de père, systématiquement, automatiquement, sans que l'enfant puisse savoir d'où il vient, c'est un geste d'une gravité exceptionnelle pour ce futur enfant. Et pour moi, les enfants ne doivent pas être des cobayes. Invité sur ce plateau mercredi matin, Stéphane Troussel, le président Parti socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, a fustigé la politique du gouvernement et une tentation permanente de placer les collectivités territoriales à nouveau sous tutelle. C'est une grande première finalement qu'au-delà des sensibilités politiques, les 3 niveaux de collectivités locales, en dépit y compris des débats institutionnels qui peuvent encore exister, eh bien, se réunissent pour dire ça suffit. Les collectivités locales depuis au moins 2 quinquennats ont fait de gros efforts de gestion avec les baisses de dotation. Ce gouvernement, contrairement à ce qu'il dit, continue parce que ces fameux contrats, bien, c'est une manière de continuer d'imposer un certain nombre de baisse de dotation aux collectivités locales. Et puis cette tentation permanente de placer les collectivités à nouveau sous tutelle, c'est non seulement un mauvais coup porté à la décentralisation, et puis c'est à contre-courant de l'histoire. Le gouvernement ne peut pas nous demander en matière de pauvreté, je parle des départements, de faire plus, de faire mieux, de faire différemment, et s'exonérer de ses responsabilités sur un certain nombre de débats qui minent les capacités financières des départements. Je pense au financement des allocations de solidarité nationale ou à la situation des mineurs non accompagnés. Et vous, là, département, à l'heure actuelle, est-ce que vous envisagez de participer à nouveau à la prochaine conférence des territoires ou c'est trop tôt pour décider ? Écoutez, si on est dans la même situation que cet été, je ne vois pas pourquoi il faudrait à nouveau y participer. Mais le gouvernement a fait des efforts en votre faveur, notamment pour la gestion des mineurs étrangers isolés. Enfin, il a fait des efforts, il a tenu une partie des engagements, mais rien n'est réglé sur le financement du RSA, par exemple. Rien n'est réglé, alors que le nombre d'allocataires du RSA continue d'augmenter, que dans la loi de finances, le gouvernement essaie très bien pour la situation des allocataires du RSA, décide d'une nouvelle augmentation. Il peut pas... Que le gouvernement va ouvrir également le chantier de la dépendance. Est-ce que ça, c'est une inquiétude pour vous, président de département ? Je veux savoir avec quels moyens financiers nouveaux l'ensemble de ces chantiers vont réellement s'ouvrir. Au sujet de votre département, on a vu l'extrême droite instrumentaliser en ce début de semaine la liste des prénoms masculins qui ont été les plus attribués dans votre département, où je le rappelle, il y a beaucoup de prénoms qui sont issus de communautés étrangères. Comment vous réagissez-vous par rapport à cette instrumentalisation ? C'est toujours insupportable. Mais ce qui est insupportable, c'est que finalement, tous ces gens de la France rance ne prennent pas la mesure de ce qu'est notre pays. La Seine-Saint-Denis, eh bien, plus que d'autres territoires, elle symbolise une partie de cette France jeune, populaire, métissée. Et moi, je suis plutôt fier, oui, que ce département, eh bien, il ait des Luigi, des Fatoumata et des Rodrigo et puis des Philippe. Un mot sur l'Aquarius, qui n'accostera donc pas en France, puisque la France a dit non, mais elle accueillera néanmoins une partie des 58 migrants de l'Aquarius. Est-ce que ça vous paraît une bonne solution ? Quelle hypocrisie de la part de ce gouvernement et du président de la République. Il prétend organiser le débat politique en France et en Europe entre les progressistes. Oui, enfin les libéraux et les nationalistes, et les conservateurs. Il se présente comme un rempart contre Salvini, Orban et Marine Le Pen, mais s'il n'emploie pas les mêmes mots, ces actes ont les mêmes conséquences. L'Aquarius ne pourra donc pas accoster à Marseille. Eh bien, écoutez, quand des gens sont en train de mourir au milieu de la Méditerranée, le premier acte de la patrie des droits de l'homme, c'est de ne pas tergiverser et d'accueillir l'Aquarius. L'actualité politique, c'est le départ de Manuel Valls vers Barcelone. Il a annoncé sa candidature hier soir. Il va démissionner de ses mandats. Est-ce que vous le comprenez ? L'an dernier, il se présentait pour représenter la gauche à l'élection présidentielle en France. Il était candidat à Évry avec un slogan qui était toujours à vos côtés. 15 mois plus tard, il va être le candidat de la droite pour la mairie de Barcelone. Du centre. De la droite. Et il va quitter ses électeurs d'Évry. Bon, écoutez, en tout cas, il était temps. Un moment quand même que la droite est plutôt assez bienveillante vis-à-vis de lui et salue le panache. Et la gauche a des mots très très durs. La France insoumise dit carrément bon débarras. C'est d'une grande violence vis-à-vis de l'ancien Premier ministre. En tout cas, il a fait des choix depuis un certain nombre de mois.
en tout cas, il a pris la bonne décision s'agissant de sa démission de ses mandats en France. Je pense que c'était la moindre des choses vis-à-vis de ses électeurs. Et c'est une évolution qui lui appartient. Jeudi, Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, a réagi à l'appel lancé par les élus locaux dans le cadre du Congrès des régions de France. Il a déclaré attendre du gouvernement davantage de considération pour les territoires. J'attends de ce gouvernement une prise de conscience. Depuis 1 an et demi, nous n'avons que du mépris pour les territoires. Nous avons une vision qui est uniquement parisienne, très centralisatrice. C'est ce qu'ont dit hier toutes les associations d'élus. L'association des maires de France avec François Baroin, l'association des départements de France, des régions de France, c'est inédit. Cette unité de toutes les grandes associations de collectivités locales qui disent ça suffit ce mépris. Et finalement, ce qu'il y a derrière tout cela, c'est un peu cette division, cette fracture de la nation. On a eu de la part d'Emmanuel Macron une division sociologique. Ceux qui ont tout et ceux qui ne seraient rien. Cette phrase terrible, qui restera, je crois, un marqueur du quinquennat. Mais sur les territoires, c'est pareil. Il y a Paris et le reste. Les territoires qu'on néglige, qu'on ne considère pas, qui finalement ne sont rien. On peut aller vers des expérimentations nouvelles, mais jamais par la force, jamais par le contrat. Le contrat qui a été imposé aux collectivités, ce n'est pas un contrat, c'est une injonction qui nous fait revenir 30 ou 40 années en arrière avant la décentralisation. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé l'interview d'Emmanuel Macron cette nuit à une télévision américaine. Il était interrogé sur ces mauvais sondages et il a répondu que la meilleure façon d'être populaire, c'est de donner de l'argent aux Français. Et lui, il ne fait pas ça, il réforme. Alors, Éric Ciotti, est-ce que la meilleure façon d'être haut dans les sondages, c'est de donner de l'argent aux Français ? Sûrement pas. C'est d'adopter les bonnes mesures et d'être courageux. Mais Emmanuel Macron ne donne pas de l'argent, mais il prend de l'argent dans les poches des Français. Et il ne réforme pas. Donc il n'y a rien. Il nous dit dans cette interview que j'ai regardée, en effet, j'ai réformé le pays. Où est la réforme ? Depuis 1 an et demi, où est cette révolution qu'il avait décrite dans un livre avant l'élection présidentielle ? Emmanuel Macron s'intéresse de près à la nomination du nouveau procureur de Paris. D'après nos confrères du Monde et du Canard enchaîné, il aurait retoqué 3 noms. Il est dans son rôle, Emmanuel Macron. Il est dans ce vieux monde qu'il dénonçait. Il est dans cette volonté d'imposer sur la justice des amis et des hommes de confiance. Le procureur de Paris a une double compétence. Compétence classique, comme chaque procureur, sur la plus grande juridiction de France, a fortiori, mais il a surtout une compétence en matière de terrorisme. Or, François Molins, qui a fait un travail remarquable, a été nommé procureur général près la Cour de cassation, et pour l'instant, personne n'est choisi pour le remplacer en pleine menace terroriste. Et ça, pour des raisons politiciennes. C'est extrêmement grave ce qui se passe aujourd'hui. On nous avait décrit, là encore, le monde de la transparence, le monde où il n'y aurait plus aucune intervention. Aujourd'hui, on est à nouveau dans cette volonté de faire pression, de verrouiller. Christian Estrosi a amorcé hier un virage en étant beaucoup plus critique qu'avant à l'égard d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Ça va vous rapprocher ? Quelquefois, ça va un peu vite pour moi, ces changements. Vous savez, moi, je suis peut-être le représentant d'une attitude plus ancienne, celle de la fidélité à des convictions, à des idées. J'ai des valeurs, j'ai toujours eu un regard critique sur ce pouvoir depuis le début. Je crois que les événements m'ont plutôt donné raison. D'autres ont un regard positif. Manifestement, ils reconnaissent aujourd'hui qu'ils ont fait une erreur. Bon. On verra bien la suite. Éric Ciotti, est-ce que dans votre fort intérieur, votre décision est prise concernant la mairie de Nice en 2020 ? Cette décision, je la prendrai l'année prochaine. Est-ce que votre conviction est faite ? Je la prendrai l'année prochaine. Je l'ai toujours dit, et ici même, je suis député de Nice, donc j'ai un devoir à l'égard des Niçois, un devoir de servir ma ville. Je l'ai dit, je veux servir Nice le mieux que je pourrai, là où il le faudra, et je prendrai cette décision l'année prochaine. Je l'ai toujours dit. Gérard Collomb a rendu public sa décision maintenant. Denis Carreau. Je crois qu'il le fait pour d'autres raisons. Gérard Collomb veut quitter un gouvernement. C'est un peu la fuite du Titanic. C'est des élections importantes pour vous, vous l'avez dit, les élections européennes. La tête de liste, LR, qui ?
Elle sera décidée. Mardi, je peux pas vous dire. Mardi, ça sera décidé. Non, pas absolument pas. Jean Leonetti, ça serait une bonne option. Michel Barnier, Les noms Jean que vous Leonetti. citez, Michel Barnier, Jean Leonetti, il peut y en avoir d'autres, font partie des personnalités respectées, respectables. Est-ce qu'on a une idée de quand ce sera décidé? Ça sera fait d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup. Notre invité sur ce plateau vendredi, c'était Yann Brossa, l'adjoint à la mairie de Paris et chef de file du PCF aux prochaines élections européennes, qui a lancé un appel pour une gauche rassemblée dans le cadre de ces futures élections. Aujourd'hui, la gauche est très dispersée et très divisée. Un peu plus d'un an après une élection présidentielle qui a quand même vu la gauche éliminée du second tour de l'élection. Moi, je ne me résous pas à cette division et à cette dispersion. Et je lance d'ailleurs un appel à Besancenot, à Hamon, à Mélenchon. J'aimerais qu'à un moment, on puisse quand même se retrouver autour d'une table, voir comment nous pouvons ensemble organiser la riposte à Macron. Je lance cet appel ce matin. Oui, je souhaite que nous puissions nous retrouver autour d'une table et discuter de ce que nous pouvons faire ensemble. Bien sûr, nous avons des débats. Je ne suis pas d'accord avec tout, notamment avec Jean-Luc Mélenchon. Mais je suis convaincu que nous avons des choses à nous dire et des choses à faire ensemble. Et donc, je souhaite que nous puissions au moins nous retrouver autour de la table. Jean-Luc Mélenchon, sur la question des migrants, c'est un nationaliste de gauche, vous diriez ? Je ne sais pas, et je n'ai pas envie de jouer au jeu des 7 différences pendant les 8 mois qui viennent, au cours desquels se déroulera cette élection européenne. Ce sera un sujet. En tout cas, je sais ce que je pense sur le sujet. Moi, je pense qu'il faut accueillir, et je pense qu'il faut organiser pour accueillir. Depuis maintenant une quinzaine d'années, l'Union européenne a dépensé 15 milliards d'euros pour construire des frontières, pour éviter que les réfugiés n'entrent au sein de nos pays. Moi, je pense que cet argent aurait été mieux investi s'il nous avait permis d'organiser l'accueil. Et donc oui, je suis favorable à l'accueil des réfugiés et je pense que c'est l'honneur de l'Union européenne et de notre pays de tenir un discours clair sur le sujet. Et c'est vrai qu'au moment où l'extrême droite progresse partout en Europe, où on a Orban, où on a Salvini, je pense que la responsabilité de la gauche, c'est de tenir un discours extrêmement clair sur ce sujet, un discours d'accueil digne. En tout cas, moi, je le tiendrai. Vous avez un congrès au Parti communiste au mois de novembre. Vous votez sur des motions, c'est-à-dire des textes d'orientation dans quelques semaines, en octobre. Est-ce que Pierre Laurent, le secrétaire national actuel, peut être en minorité? C'est possible? En tout cas, les communistes voteront. Et on ne peut pas, évidemment, présager de l'issue d'un vote avant que ce vote ait lieu. Non, mais moi, je trouve normal que le Parti communiste soit traversé de débats. Et on ne peut pas regretter que le Parti communiste ait pendant tant d'années été un parti qui fonctionnait de manière pas suffisamment démocratique et en même temps être surpris du fait qu'il y ait du débat au Parti communiste. Le Premier ministre Édouard Philippe sur France 2 a parlé de la dégressivité des allocations chômage pour ceux qui gagnent le plus. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise annonce? Je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui faire des économies sur les allocations chômage, y compris sur les cadres. La réalité, c'est que s'il y a des économies à faire dans notre pays, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder. Ce n'est pas du côté des chômeurs, c'est plutôt du côté des très grosses fortunes. Je rappelle quand même que le gouvernement a décidé, il y a maintenant un peu plus d'un an, de supprimer l'impôt sur la fortune. Sur le principe, vous avez un problème avec la dégressivité, finalement. J'ai un problème effectivement avec la dégressivité, j'ai un problème avec l'idée selon laquelle, au fond, les cadres ne seraient pas intéressés à rechercher un emploi parce que leurs allocations chômage seraient trop élevées. Je pense que quand on est cadre, y compris quand on est chômeur, on cherche toujours, on préfère toujours avoir un emploi que rester dans une situation de chômage. C'est d'ailleurs un vieux discours de la droite réactionnaire qu'on entend depuis longtemps, selon lequel, au fond, les chômeurs seraient satisfaits de leur sort. Je pense que les chômeurs ne sont pas satisfaits de leur sort, qu'ils soient cadres ou qu'ils soient ouvriers. Conseil de Paris, vous avez voté un vœu pour pour réquisitionner les logements vacants. Comment, concrètement, est-ce que c'est légal d'ailleurs d'interdire les résidences secondaires dans une ville? Moi, je suis favorable à la réquisition des bâtiments vides, et notamment des immeubles de bureaux vides. Nous ne pouvons pas verser tous les hivers des larmes de crocodile parce que des gens dorment dehors, et dans le même temps accepter que nous ayons à Paris 1 million de mètres carrés de bureaux vides. Ce sont des immeubles de bureaux obsolètes, ce sont des immeubles de bureaux qui n'ont plus d'usage, et oui, je considère qu'ils devraient être utilisés pour mettre à l'abri ceux qui aujourd'hui dorment dehors. 500 morts dans les rues de la capitale l'an dernier, faute de logement. Donc oui, à la réquisition des bâtiments vides, c'est une compétence de l'État, et je souhaite que la préfecture de police puisse nous entendre. Vous avez une autre problématique, et vous l'avez très justement dit, mais qui n'est pas la même, qui est la question des résidences secondaires. Et là, j'y insiste, je parle de Paris, et il ne s'agit évidemment pas de considérer qu'avoir une résidence secondaire en Lozère, ce serait la même chose qu'à Paris.
dans la ville de Paris, qui est une ville sur laquelle nous avons une tension très importante sur le marché immobilier, depuis 15 ans, nous avons une augmentation de 40% du nombre de résidences secondaires, qui est essentiellement le fait d'investisseurs étrangers. Je pense qu'il faut réfléchir aux moyens de limiter l'achat de résidences secondaires à Paris. Là aussi, c'est une compétence de l'État, mais je pense que cette réflexion mérite d'être menée. Je suis profondément convaincu qu'il faut se battre pour que Paris reste à gauche. Parce qu'on parle évidemment du Vélib, on parle d'un certain nombre de difficultés, mais la gauche à Paris, c'est 5000 places en crèche, c'est 7000 logements sociaux. Jusqu'à En Marche chaque année. La gauche, non, la gauche, c'est la gauche. Et En Marche, ça n'est pas la gauche. Et d'ailleurs, quand on voit la politique du gouvernement en ce moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est vraiment pas la gauche. À Paris comme ailleurs. En Marche, c'est aujourd'hui une politique de droite. Et donc, notre priorité en 2020, ça doit être de rassembler la gauche. Et je sais pertinemment ce qui se passerait si la gauche perdait Paris. On aurait moins de logements sociaux, on aurait moins de services publics, et je ne veux pas voir ça à Paris. Voilà, fin de Territoire d'info. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci de votre fidélité. Au revoir.